noté cette partie sur la garantie universelle des loyers, si vous étiez, imaginons enseignant, en ce moment, cette saison avec le bac, vous mettriez quoi comme appréciation? Dire mais peut mieux faire, copier à revoir? Écoutez, après avoir entendu la plaidoirie très convaincante et enthousiaste que vous avez fait à l'égard de la gueule, si vous voulez, je vais quand même me permettre peut-être quelques nuances. Mais en général, d'ailleurs, je mettrais même quelques nuances sur les conséquences dites de la loi Duflot. Je crois que la loi Duflot, si vous me permettez de remettre ça dans un cadre plus général. La loi Duflot est trop récente pour qu'on lui attribue parfois cet excès d'honneur ou cette indignité, comme on dit, n'est-ce pas? Ne tombons pas dans la caricature. On n'en a pas tous les effets, et la gravité, effectivement, de la situation aujourd'hui de la construction et du logement n'est pas la simple suite, si vous voulez, de la loi Duflot. Pour autant, est-ce que la question, je préférais donc la poser autrement, est-ce que la loi Duflot a amélioré les choses ou va contribuer à améliorer les choses? Et là, on peut quand même s'interroger sur un certain nombre de points. Alors, vous évoquez, je rappelle simplement qu'on va très probablement, on va vers 290 000 logements nouveaux, n'est-ce pas, alors qu'on a été, si on ajoute bien sûr le PNRU, vous le savez, on est autour de 330 000. C'est un chiffre qui nous ramène au seuil les plus bas, si vous voulez, des années 2000, il faut quand même le savoir. Donc là, on voit vraiment actuellement un effondrement à la fois de la construction, et ce qui est au moins aussi grave, de la filière, car ce sont les quantités d'entreprises, notamment de taille moyenne et petite, qui sont qui sont menacées par le dépôt de bilan. Et je voudrais simplement rappeler que quand vous êtes dans des entreprises de moins de 50 personnes, de moins de 20 personnes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez affaire à des entreprises dont le patron dit tous les matins bonjour à l'ensemble de ses employés. Mais je peux vous dire que ce genre d'entreprise, dans ce genre d'entreprise, on licencie au dernier des derniers moments. Parce que quand on a dit bonjour à quelqu'un pendant 20 ou 25 ans, on ne s'en sépare pas comme ça du jour au lendemain. Ce ne sont pas des entreprises d'intérim pour la plupart, vous savez très bien. Et ces entreprises qui tiennent et essaient de tenir jusqu'au bout aujourd'hui sont les plus gravement menacées, entraînant par voie de conséquence, si vous voulez, à mon avis, une menace très très grave sur la filière. Et moi, je me souviens trop de l'époque où la filière étant effondrée, eh bien, on a été obligé de relancer de manière, on va le dire, presque aveugle, avec le Eurobien, si vous voulez, qui avait d'abord pour but de reconstituer l'outil de production, si vous voulez, du logement. Or, ce qui menace, c'est également ça. Donc, je me permets quand même de dire que c'est ça le cadre. Dans ce cadre, il y a la loi Duflot. Alors, la loi Duflot sur la gueule, telle que je viens de l'entendre, j'ai bien entendu, bon, le mot universel, c'était le mot rêvé, évidemment, le mot universel. Sans doute a-t-on, et surtout quand j'ai vu la première version, donc qui n'est plus la dernière, sans doute a-t-on ici utilisé peut-être, ou mis en pratique le proverbe chinois, n'est-ce pas? Quand on a pour outil qu'un marteau, tout prend la forme d'un clou, n'est-ce pas? Voilà. Eh bien, ça a été cité dans l'hémicycle par un parlementaire socialiste, si vous voulez. Ça m'a paru illustrer assez bien la première approche, si vous voulez, de la vie. En même temps, je serai moins sévère. Je ne peux pas non plus me satisfaire d'une approche où, au fond, disons-le clairement, les assureurs diraient oui à l'assurance des gens qui sont solvables, et puis pour le reste, débrouillez-vous, si vous voulez, pour ceux qui ne le sont pas. On le sait, on a déjà le 20%, on a déjà un certain nombre, vous savez, de systèmes qui fonctionnent. Jusqu'où doit-on mutualiser sans déresponsabiliser? C'est ça l'enjeu majeur. Si on ne mutualise pour les uns que ce qui est solvable, on voit très bien le résultat, et de l'autre côté, on laisse l'État se débrouiller de ceux qui ne sont pas solvables, je ne suis pas certain quand même qu'on soit dans un système idéal. On a donc une recherche de ligne de crête dans laquelle, je voudrais rappeler, on a quand même quelques exemples. Bon, l'automobile n'est pas le logement, j'en conviens, mais l'assurance automobile est bien obligatoire, que je sache. Bon, alors on a peut-être, après, la question des réglages sur le plan de la mutualisation, c'est donc l'assiette, mais en même temps c'est le champ, mais en même temps sur le plan de la responsabilisation, c'est aussi la question de la franchise. On n'est quand même pas obligé en face des mauvais payeurs de ne pas recouvrer, je me permets de le rappeler. Donc là, je nuancerai fortement le propos quand même que je viens d'entendre. Je continue de penser que la recherche, encore une fois, d'une assurance qui est générale, si vous voulez, obligatoire, mais qui couvre en effet les locataires sans les déresponsabiliser, mérite d'être, je sais que j'ai à ma gauche quelqu'un qui connaît très bien ces sujets et qui en parlera mieux que moi. Si je reviens sur la loi plus généralement Allure,
Il y a plusieurs points. Bon, il y avait un point, moi, qui me séduisait beaucoup, mais qui m'a beaucoup déçu aussi. Et là, je comprends évidemment comment dirais-je, la félicité de Thierry Repentin sur la question du PLU, si vous voulez. C'est un peu son devoir, compte tenu des fonctions qu'il a exercées, si vous voulez, qu'il exerce. Mais moi, n'ayant pas les mêmes devoirs, je ne vous ferai pas de ma déception. Le PLU, depuis des années, et j'ai défendu ça en mars 2010 de mémoire dans l'hémicycle, et très fortement, le PLU aujourd'hui, c'est-à-dire l'occupation des sols, qui conditionne toute la question foncière, et qui est extrêmement important de ce point de vue, parce que c'est un des éléments, si vous le savez bien, de maîtrise des coûts de la construction. Eh bien, le PLU aujourd'hui doit absolument s'exonérer, c'est évident qu'il doit s'exonérer des limites communales. Quand on pense urbanisme, on pense forcément le lien entre logement, on l'a dit, je l'ai entendu tout à l'heure, logement, emploi, déplacement. Et donc c'est à l'échelle intercommunale qu'il faut penser le PLU. C'est à l'échelle intercommunale qu'il faut penser les réserves foncières. Alors le PLUI, donc débat avorté en 2010, enfin du moins dans lequel nous n'avons pas pu faire passer ce PLUI, je rappelle à l'époque avec l'abstention qui n'était pas positive, si vous voulez, d'un certain nombre de députés socialistes pris à ce moment-là de ce que j'appelle le syndrome prostatique, si vous voulez, et qui ont permis à tous les opposants, n'est-ce pas, de faire feu de tout bois sur le PLU. C'était en mars 2010. Le sujet est revenu. Madame Duflot l'a défendu à l'Assemblée nationale, et je l'ai défendu, car je n'ai pas changé d'avis entre 2010 et aujourd'hui, si vous voulez, c'est pas parce que ce que je trouve bon, je viens dans la majorité, je continue de trouver bon dans la minorité, n'est-ce pas? Mais, hélas, 3 fois hélas, qu'est-il arrivé au Sénat? Je rappelle qu'au Sénat, à ce moment-là, alors là, du coup, Mme Duflot a renoncé, je le dis clairement, au Sénat, elle a accepté, si vous voulez, que le PLUI soit de droit, sauf, et on vient de le dire, sauf, n'est-ce pas, que une opposition de 25% représentant 20% de la population, ou c'est l'inverse, c'est ça, hein, c'est bien ça, des communes concernées. Eh bien, je peux vous dire qu'avec une telle clause, on a institué, c'est une grande première, je l'ai dit en commission mixte paritaire, n'est-ce pas, on a institué une nouvelle règle dans les majorités, si vous voulez, intercommunales, une nouvelle règle. Jusqu'ici, on avait des majorités qualifiées, où on disait 50% des communes représentant la moitié de la population, ou je dirais, ou les 2 tiers des communes représentant 50% de la population, voilà. Eh bien aujourd'hui, non, ça suffit pas, ça ne suffit pas. On a instauré une infime minorité de blocage, ça fonctionne, si vous voulez, dans le code du commerce, si vous voulez, je savais que c'était quelque chose qui pouvait fonctionner, si vous voulez, entre actionnaires, mais je ne savais pas qu'on introduisait désormais dans le code général des collectivités locales, à l'initiative qui plus est de Mme Duflot, n'est-ce pas, des pratiques, enfin je veux dire des règles, si vous voulez, qui ne me semblaient pas forcément s'accommoder aussi bien de l'intérêt général. Et donc, le PLUI aujourd'hui, je vous dis très clairement, il sera refusé dans des quantités d'intercommunalités où des minorités, je dis bien de blocage vont se faire jour, et qui n'ont pas besoin, et qui n'ont pas besoin de la majorité, si vous voulez, qu'on exigeait précédemment. Je crains même, dans ce domaine, qu'on aille, encore une fois, qu'on donne une prime évidemment, très souvent, je dirais, aux communes les moins peuplées, si vous voulez, pour s'opposer à l'intercommunalité. Donc, très franchement, c'est quand même un acte en grande partie manqué. Je continue de prêcher pour le PLUI, mais dans des conditions qui sont effectivement des conditions opérationnelles et qui permettent effectivement d'avancer. Sur l'encadrement des loyers, alors là, Michel Bouillard a dit admirablement les choses, si vous voulez, dans le meilleur des cas. C'est une proposition qui sera inefficace dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, ce qui pourrait bien arriver, elle aura pour résultat assez étonnant, si vous voulez, de faire monter le prix des loyers des gens les plus démunis et d'abaisser le prix des loyers des gens les plus aisés. Pourquoi? Parce que, je le rappelle, la disposition, alors, première hypothèse, la disposition repose d'abord sur une capacité d'observation. Hein, on parle d'observatoire. On est très loin, est-on aujourd'hui en mesure d'observer sur des périmètres au niveau national les loyers des zones tendues? Eh bien, je vous le dis très clairement, et on le sait suffisamment à travers les multiples études au CNH, si vous voulez, qui démontrent que, généralement, quand on commence à y voir clair, c'est 5 ou 6 ans après, si vous voulez, quand les marchés ne sont plus du tout ceux qu'on avait examinés, eh bien, on est dans l'incapacité aujourd'hui, je le dis très clairement, d'avoir une observation incontestable, ou en tout cas reconnue, si vous voulez, des loyers dans des périmètres qui restent à définir. À supposer qu'on arrive à y voir clair, tout repose sur l'idée d'un loyer médian. Le loyer médian, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui s'en écartent le plus, hein, on va prendre des loyers à 50 € le mètre carré, si vous voulez,
Qu'est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'à votre avis, alors, pour un loyer médian qui à Paris tourne autour de 39-40, c'est quelque chose... 28, pardon, 28, oh, non, pourquoi, oui, c'est l'inverse, oui. Donc, 28-30, hein. Eh bien, on va être... Non, mais ça dépend des quartiers, évidemment, où l'on est, ça dépend des arrondissements, des biens. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que celui qui est à 40 ou 50 euros de loyer, d'abord c'est quelqu'un qui généralement va être plutôt mieux informé que celui qui est à 4 ou 5 euros de loyer, vous me l'accorderiez. Et cette personne bien informée, se renseignant sur le loyer médian, effectivement, va demander un alignement vers la médiane, évidemment, de son loyer, mieux informé, je répète, que sachant, c'est ça, c'est abaissement du loyer. Qui peut payer de tels loyers, à votre avis? Les premiers décident ou les derniers? Je vous laisse évidemment deviner. En revanche, celui qui se trouve à quelques 5 euros du mètre carré de loyer, à 4 ou 5 euros dans des conditions qui sont ce qu'elles sont, hein, et qui lui est sans doute assez mal informé, on ne va pas demander une hausse de son loyer, mais on pourrait imaginer que le propriétaire lui demande l'alignement sur la médiane de son loyer. Et là, on risque tout simplement, je répète, de remonter le loyer. Donc, très franchement, j'ai dit tout le mal que je pensais de cette mesure. Pour les copropriétés, alors j'ajouterai simplement pour les copropriétés, puis deux mots de... Sur les copropriétés, il y a eu des améliorations incontestables s'agissant des règles de majorité, par exemple. Et donc, je répète, tout n'est pas à rejeter. Il y a de la complexification s'agissant en revanche des flux et notamment des conditions de vente, si vous voulez, qui sont très lourdes, hein, notamment en matière de paperasse, assez vertigineux. Bon, je ne condamne pas tout, je répète, il y a eu de très bonnes mesures s'agissant de la gestion des copropriétés, il y a de moins bonnes mesures s'agissant des ventes, si vous voulez, sur les copropriétés. Mais je voudrais simplement terminer en réélargissant le sujet. Aujourd'hui, la crise dans laquelle on est, elle est très lourde. Il y a une crise, dit-on, des financements. Attention à l'argument qu'on entend en permanence, les aides alimentent la hausse des prix. Avec un argument comme celui-là, bien sûr une partie des aides est peut-être captée par la hausse des prix, mais je voudrais souligner quand même que le PTZ aujourd'hui, qui conditionne, on le sait, la solvabilité des primo-accédants, qui conditionne la solvabilité des primo-accédants, n'est pas réglé convenablement. Et aujourd'hui, on a un effondrement du prêt à taux zéro, qui correspond parfaitement par ailleurs à l'effondrement, si vous voulez, de la primo-accession, et ça, c'est en train effectivement de bloquer complètement le système. Il y a donc là certainement à travailler. Sur la question des aides et de l'inflation, je voudrais simplement dire aux spécialistes de Bercy la chose suivante. Quand on a augmenté les taux de TVA, après avoir fait pas mal peur d'ailleurs aux investisseurs, quand vous essayez d'augmenter le taux de TVA de 2 ou 3 points, sur une assiette qui baisse de 25%, où est le gain? Et je souhaiterais qu'on calcule un autre coût. Quel est le coût en non-rentrée de TVA de la non-construction et de l'effondrement de la construction? Quel est le coût, autrement dit, de l'effondrement de la filière? J'aimerais bien qu'on s'y penche. Et puis, s'agissant enfin des éléments concernant les coûts, mais là, M. Payel aurait pu être beaucoup plus complet que moi, là, incontestablement, la question normative prend des proportions totalement folles. Hein. Il y a eu des études de fait par de multiples intervenants, notamment la FPC, de la loi handicap qui part d'une excellente intention, mais dont malheureusement l'enfer est pavé parfois, à la RT 2012 en passant par les périmètres, si vous voulez, de risque sismique, on en a rajouté des couches invraisemblables. Là, il y a vraiment de la simplification à faire. J'attends les ordonnances, et il y a des priorités à fixer. Et puis la question foncière reste entière. Alors je rappelle que sur la question foncière, on n'a toujours pas trouvé, si vous voulez, à la fois les moyens d'intervention en termes d'anticipation, mais surtout la fiscalité adéquate ou les outils adéquats pour remettre du foncier sur le marché entre l'amphithéose, la vente des biens publics dont on parle depuis plus de 10 ans et qui ne se fait pas, enfin j'en passe et des meilleurs. Donc il y a un énorme chantier qui reste devant nous, mais le système aujourd'hui est fortement bloqué. Merci beaucoup, Avis, sur tout cela, parce que, alors, je rappelle que vous